Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette vidéo de Flesh and Blood, j'avais envie de vous parler d'un héros assez particulier qui est Shane, donc qui nous est arrivé dans Monarch, et donc qui a un pouvoir unique qui est de créer du Go Again. C'est-à-dire que en créant un Soul Shackle, votre première attaque Runeblade ou Shadow va pouvoir gagner Go Again et donc permettre d'enchaîner comme ça au moins 2 attaques. Le Soul Shackle, quant à lui, a un mécanique très particulier, c'est qu'au début du prochain tour, on va devoir bannir la première carte de son deck. Donc bannir, voilà, ça veut dire que le deck va diminuer de plus en plus vite. Le truc, c'est que c'est exponentiel, c'est-à-dire qu'au premier tour, si j'ai utilisé le pouvoir de Shane pour gagner Go Again, je vais avoir un Soul Shackle. Au tour d'après, donc je vais meuler une de mes cartes. Deuxième tour, je vais réutiliser Soul Shackle. Je vais utiliser le pouvoir de Shane pour gagner un deuxième Soul Shackle. Ce qui veut dire que je vais me mêler 2 cartes. Au tour d'après, 3 cartes, ainsi de suite. Ça va très très vite. Dans un deck d'avant-première, on a 30 cartes minimum. Et bien avec 30 cartes, il faut vraiment savoir que vous allez vous meuler environ tour 6, vous n'avez plus de deck. Voilà. Tour 6, c'est un peu trop rapide. Vous n'arriverez jamais à tuer votre adversaire tour 6, surtout s'il est conscient que vous allez perdre au deck. Donc il va utiliser beaucoup plus de cartes pour se défendre et beaucoup moins pour attaquer, et il va vous laisser crever tranquillement. Ce qui fait que, à mon avis, il faut vraiment jouer un deck au minimum de 40 cartes. Alors autant, je pense que c'était pas possible au début de l'AP avec juste 6 boosters. Maintenant qu'on en a 9 dans l'Omni League, c'est beaucoup plus jouable. Voilà. Donc j'ai fait un petit tableau pour ceux qui font l'Omni League, qui est dans l'onglet 2 des feuilles de match Play at Home, pour voir un petit peu à quelle vitesse votre deck Shane va disparaître. Donc avec en gros l'idée de à chaque tour vous allez pitcher entre 1 et 2 cartes et garder bien souvent 0 carte ou une carte en main en plus de votre arsenal. Ça permet d'avoir une idée de la vitesse à laquelle vous avez pu avoir de deck. Grosso modo, avec un deck là de 48 cartes, on va tenir tour 8, jusqu'au tour 8. Ce qui est, à mon avis, l'objectif à atteindre, parce que les parties de Flesh and Blood ont tendance à se terminer souvent tour 7 ou tour 8, en fonction de ce que notre adversaire joue. Ce qui veut dire qu'avoir moins de 40 cartes, c'est s'exposer à beaucoup de problèmes. Alors, heureusement, Shane bénéficie de beaucoup de cartes qui ont la capacité d'être jouées depuis la zone banish. Donc évidemment, quand vous construisez votre deck, je vous invite à en jouer beaucoup. En gros, tout ce que vous avez. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir pas mal. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 dans un jeu de environ, je crois c'est 41 cartes si je dis pas de bêtises. Donc la moitié de mes cartes ont la capacité de pouvoir revenir depuis la banish zone. Donc c'est très utile, pourquoi? Parce que Shane va pouvoir se protéger beaucoup avec ses cartes. Donc un tour moyen de protection, ça va être souvent 2-3 cartes. Donc ça veut dire entre 7 et 9 entre 6, on va dire 6 et 9 de protection. Donc c'est une grosse défense. Et avec une seule carte en main à pitcher, et ben s'il a des cartes à jouer dans sa ban zone, il peut quand même en jouer 2. La première avec Go Again qui donne grâce à son habilité, et la deuxième qui joue normalement. Ce qui veut dire qu'avec une carte, il a accès à, on va dire, si je fais du classique, du Ghostly Visit, on va dire jaune et Void Vress, et ben c'est une attaque à 3 et une attaque à 4. Donc 7 d'attaque avec une seule carte, c'est assez puissant. Le problème, c'est que pour pouvoir mettre ça en place, il va falloir quelques tours. Le premier tour de Shane, il n'a pas de Soul Shackle, donc il n'a pas de carte dans sa défausse. Résultat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste pitcher et attaquer 2 fois. Ok, donc c'est un tour un peu moisi. Voilà, faut le dire clairement. Il va faire à 7 points d'attaque, c'est un peu normal, tour 1 ou tour 2. Maintenant, à partir du moment où il va avoir un Soul Shackle, et donc la moitié des cartes du deck capables de revenir de la défausse, enfin de la ban zone, il a 50% de chance, grosso modo, de pouvoir avoir accès à une carte supplémentaire. 50%, vous allez me dire, c'est pas énorme, d'autant que la carte est peut-être pas toujours très utile. Donc c'est surtout à partir du tour 3. Le tour 3, il va avoir 2 cartes qui va pouvoir se mêler, donc un peu plus de 70% de chance d'avoir une carte jouable depuis la défausse. Et là, il va commencer à pouvoir faire des trucs marrants. Parce que à partir du tour 3, il va pouvoir utiliser beaucoup de ses cartes de sa main, comme je disais, à la défense. Donc il va plus encaisser beaucoup de points de dégâts et pouvoir optimiser ses tours. Donc un tour classique, c'est un pitch bleu.
une attaque depuis la défausse, donc quelle que soit l'attaque, en gros une petite attaque à 3 ou 4 on va dire, voilà, bah celle-là j'ai pris une 5, c'est un peu violent, mettons que je commence avec gentiment un Ghostly Visit comme d'hab à 3, en lui donnant Go Again, donc au tour d'après j'aurai encore plus de chances d'avoir accès à des cartes depuis ma ban zone. J'ai attaqué depuis mes archives, Galaxy Black prend toute sa saveur, puisque pour un pitch c'est quand même une attaque à 3 qui doit être bloquée à 3 pour éviter de prendre un Arcane Damage, donc ça oblige son adversaire déjà à bloquer 6 points, et tout ça donc avec une seule carte. Bon, accessoirement là il me reste du pitch même, donc si j'arrive à cumuler ça avec une autre des petites attaques à 1 ou des petits boosts à 1, on peut faire des tours très très forts avec, je vous ai dit, une seule carte à jouer. Parce que la Galaxy Black est très facile à utiliser, coûte que 1, et si on a joué une carte depuis la ban zone, elle attaque à 3 plus 1, 4, c'est énorme. C'est clairement la meilleure arme dès l'instant où on a joué une carte de la ban zone. Donc ce qui veut dire que l'objectif vraiment du jeu, c'est de jouer depuis la ban zone. La ban zone, ça va arriver à partir du tour 3-4, comme je disais, et après tous les tours, vous allez pouvoir jouer depuis la ban zone. Donc à condition évidemment de continuer à utiliser le Soul Shackle. Le truc, c'est qu'il faut arriver, à mon avis, le plus vite possible à 3 de Soul Shackle. Donc même si vous n'avez rien à faire tour 1, vous activez la capacité de chaîne, même si vous jouez pas de carte d'attaque, c'est pas grave, vous avez créé la Soul Shackle. Une fois que vous êtes à 3, vous pouvez commencer à réfléchir, est-ce que ce tour-ci j'ai envie d'utiliser une Soul Shackle? Parce que mêler 4, 5, 6, ça va vous donner accès à plus de cartes, mais le problème c'est que vous n'allez pas pouvoir toutes les jouer. Et pas pouvoir toutes les jouer, ça veut dire que vous allez commencer à encaisser du Blood Depth. Donc autant vous vous défendez bien, autant vous allez commencer à encaisser du Blood Depth si vous arrivez typiquement à 5. Alors ce qui est bien, c'est que la partie va pas durer très longtemps, puisque de toute façon votre deck va bientôt disparaître. Mais vous aurez accès à toutes vos cartes. Donc faut pas avoir peur non plus de monter à 5 Soul Shackle. Si à la fin du tour vous prenez 2 ou 3 points de dégâts parce que vous avez encore des cartes Blood Depth dans votre défausse, c'est pas très très grave. Parce que normalement à ce niveau-là de la partie, vous devriez être encore à une dizaine de points de vie. Et vous avez à chaque tour entre 2, 3, voire même 2 ou 3 cartes pour faire de la défense. Donc c'est pas très très grave de monter à 5 Soul Shackle. Maintenant, comment builder le deck? Alors, évidemment, tout ce qui est Ghostly Visit et Void Vrest, qui sont des attaques de base qui vont ressortir de la ban zone, sont très très intéressants à prendre. Elles n'ont pas de défaut, si ce n'est qu'effectivement, si elles sont jouées de la main, elles ont un ratio un peu faiblard. Une rouge qui tape à 5 pour 2 de pitch, c'est pas très fort. Les Riftbind vont être boostés par les cartes non-attaque que vous allez jouer, enfin les cartes d'action non-attaque que vous allez jouer. Alors, si vous en avez beaucoup, bravo. Moi, j'en ai vraiment pas eu beaucoup. Cependant, ça reste des cartes qui attaquent depuis la ban zone. Alors, clairement, la rouge, c'est une 1-3. Elle est correcte. La bleue, c'est plus du pitch. Je vais pas très souvent l'utiliser comme ça. Mais, des fois, on a besoin de vider sa ban zone pour éviter de prendre le Blood Depth. Donc Piercing Shadowwise, donc ça c'est très intéressant si vous avez réussi à mettre de l'Arcane Damage avant. Donc Arcane Damage, vous pouvez la mettre avec Galaxy Black. Alors attention, la capacité de Chain peut s'activer sur la Galaxy Black. C'est une carte Runeblade, c'est-à-dire que vous pouvez dire j'utilise la capacité de Chain, je donne Go Again à ma prochaine action Shadow Runeblade, et j'attaque avec Galaxy Black. Alors vous allez me dire, c'est juste un point de dégâts. C'est juste un point de dégâts, mais c'est chiant à bloquer un point de dégâts. Alors c'est un point de dégâts qui ici n'est pas bloqué. En fait, j'ai un deuxième point de dégâts. Donc c'est toujours bon à prendre, et des fois vous n'avez pas de meilleur tour à faire que de commencer par attaquer avec Galaxy Black, vous donnez le Go Again, et après attaquer avec un truc un peu pourri, un Vexing Malice, ou que sais-je encore. Donc pour en revenir à Piercing Shadowwise, en fonction du nombre de cartes que vous jouez qui vont être capables de mettre de l'arcane dommage, l'attaque de cette carte-là va être assez forte ou au contraire un peu moyenne. Les Riftbind, donc je vous ai expliqué. Alors celles-là, justement, c'est celles qui sont très intéressantes parce qu'elles vont commencer à mettre de l'arcane damage. Les Rifted Tourmente sont indispensables pour mettre de l'arcane damage. Encore un Riftbind qui s'est perdu. Bounding Demigun. Alors celle-là, elle est un peu particulière puisque pour pouvoir la jouer depuis la ban zone, il faut avoir joué une non-attaque action card. J'en ai pas beaucoup, c'est pour ça d'ailleurs que je ne joue pas le Bounding Demigun bleu. Mais c'est quand même 0, 3, plus 1 éventuellement si on a réussi à jouer donc une carte non-action depuis la ban zone. Elle vaut le coup. Ça m'arrive souvent de prendre 1 ou 2 points de dégâts à cause d'elle, mais c'est pas très grave, elle en vaut quand même la peine. Les Rift Through Reality sont parmi les meilleures cartes de chaîne, en tout cas parmi les communes, puisque elle permet d'avoir Go Again toute seule, donc elle n'a pas besoin de se servir
de l'habilité de Shane à condition d'avoir mis un Arcane Damage. Donc ça permet typiquement de jouer un Vexing Malice ou un Rifted Tournament, de donner Go Again, ensuite ça permet d'attaquer avec Rip Through Reality qui a Go Again et de pouvoir faire une autre attaque. Alors évidemment, en termes de pitch, il va falloir payer quoi. Mais ça vaut le coup. Le Seeds of Agony, qui coûte 0, qui est donc lui justement une action, et donc qui va me permettre de jouer justement les Bounding de Migon par exemple, ou de booster, c'est lequel? C'est le Piercing Shadow je crois. Non, c'est pas le Piercing, c'est le Bind. Ouais, c'est le Bind. Voilà, donc les Seeds of Agony sont très très forts, d'autant que j'en ai eu 2 rouges. Pour 0, la prochaine attaque action card que je joue infligera 1 point de dégâts d'arcane. Alors, qui coûte 2 ou moins, mais c'est le cas de toutes mes cartes, donc là c'est pas un problème. Ça veut dire qu'en gros, pour 0, c'est quasiment, je te mets un arcane damage. C'est super bien, ça trigger les Riftbind, ça trigger les les tourmentés, et ça trigger aussi si vous avez eu la chance d'avoir l'équipement de Runeblade, qui trigger aussi, attention, le Iron Wave, puisqu'il faut jouer une non-attack action card et une action card. Donc ce qui veut dire qu'en fait quand on va jouer ça, si vous avez ça, et vous allez gagner 2 de pitch, ce qui devient extrêmement puissant. Voilà. Donc ça c'était pour les cartes qui reviennent depuis la ban zone. Donc c'est grosso modo, vous allez quasiment mettre tout ce que vous avez. Maintenant, ça c'est les cartes que je vais utiliser pour le petit Go Again. C'est souvent, quand on pitch bleu, il nous reste un point de pitch qu'on n'a pas utilisé, ou quelque chose comme ça. C'est des cartes que je trouve très importantes, qui vont mettre la pression. C'est celles-là qui vont mettre la pression. Donc le Frontline Scout, qui s'il est joué de l'arsenal, c'est une attaque 0, pour 0 de pitch qui met 3. Les 2 Brandage, donc vous avez vu, en fait c'est un deck avec lequel on va attaquer assez régulièrement finalement avec Galaxy Black. Donc ça peut être utile de faire Brandage, derrière on attaque avec Galaxy Black. Donc là on peut se retrouver avec un très bon tour par exemple à faire. Première, je fais un Ghostly Visit, je lui donne Go Again, derrière je fais Brandage, j'ai joué une carte de la défausse et je fais un coup de Galaxy Black, donc qui va taper là à 4 avec plus 1 d'Arcane Damage. Donc les Brandage sont très forts. Très fort. Les Belittle qui sont toujours aussi bons, même sans Minnowisp. Donc avec Minnowisp, c'est des spoilers infâmes. Sans Minnowisp, c'est des petites cartes qui ont un Go Again et qui mettent une attaque, c'est toujours utile. Le Seek Horizon qui est rarement joué en fait dans les autres decks, je pense que dans Shane, c'est un des rares qui peut l'utiliser particulièrement bien. Enfin peut-être pas un des rares, mais en tout cas, le fait de pouvoir mettre des cartes au-dessus du deck déjà peut permettre, alors, ce sont certaines situations assez rares, avec des cartes que je joue pas, de se meuler directement en sachant ce que c'est. Donc là ça va plus être pour brut. Mais ça arrive aussi souvent d'avoir des cartes qu'on veut pas avoir en main. Typiquement ces cartes là, c'est des cartes qu'on n'a pas envie de piocher, donc quand on les a en main, souvent on en a plusieurs, on peut pas les jouer, on n'a pas défendu avec. Seek Horizon permet de les mettre au-dessus du deck. Donc c'est toujours utile. Pareil, pour 0 avoir une attaque à 4, ça peut être pas mal de temps en temps sans pitch, juste de pouvoir faire, je t'attaque à 4 bêtement dans mon tour. Le Warmonger Recital qui est ma 3e et dernière action qui n'est pas une attaque, donc je la joue évidemment pour ça, et parce que c'est 1 plus 3 une attaque. Et alors pour le coup, mettre en dessous du deck l'attaque qu'on a jouée, c'est super cool. C'est super cool parce qu'on sait qu'à la fin de la partie, normalement quand on va se retrouver autour de 4 ou 5 de pitch, les cartes qu'on a mis au-dessous du deck, donc en gros celles qu'on a pitchées en début de partie, ou justement celles qui vont avoir fait le Warmonger Recital, vont être sous le deck. Donc c'est très important d'essayer de faire ça sur une carte qui a Blood Depth, parce que comme ça elle va se retrouver dans la ban zone et on va pouvoir la jouer au dernier tour. Donc très intéressant le Warmonger Recital. Maintenant les cartes, je vais parler d'abord des petites cartes bleues. Donc les cartes bleues, j'ai pris volontairement toutes les cartes bleues que j'avais de mon deck, de ma liste, qui étaient capables de défendre. Voilà. Si elles sont capables de défendre, elles sont polyvalentes, donc je vais les jouer. Après, la plupart du temps, c'est les cartes que je vais pitcher. Exceptionnellement, je vais pouvoir éventuellement, mon adversaire est à 2, je vais essayer de le tuer avec ça, évidemment. Si il a des cartes dans sa soul, cette carte-là est une attaque tout à fait correcte, puisque si elle touche, elle va bannir une carte de la soul, etc. Donc, c'est des cartes que je considère comme étant utilisables de toute façon, parce qu'elles sont incapables de défendre, 2 capables de pitcher bleu, et éventuellement, dans certaines situations, je vais pouvoir les jouer pour leur pouvoir. Maintenant, ces cartes-là, qui sont les cartes un peu
Les finishers, voilà, le remplissage. Donc les Vexing Malice, parce que mettre de l'arcane damage, ça peut permettre de trigger des choses, et ça peut finir un adversaire qui est descendu bien bas. Alors ça c'est du bleu, hein, je ne suis pas supposé la jouer. Le Rise Above, parce que je vous ai dit, ça arrive d'avoir des cartes en main qu'on ne peut pas utiliser et qu'on va devoir garder. On a déjà une carte dans l'arsenal qui est là depuis 3 tours. Et donc ça peut permettre de faire une défense à 4 en mettant une carte au-dessus, donc c'est plutôt sympa. D'autant que là, celle-là qu'on va mettre au-dessus va être obligatoirement meulée, puisqu'on a utilisé Rise Above autour de l'adversaire, et donc à notre tour, les Soul Shackle vont défausser la carte qu'on a mis au-dessus. Donc c'est très pratique pour mettre évidemment une carte qu'on a envie de jouer depuis la ban zone. Le Stunny Wotten Hog qui pour 2 tape à 6, c'est super bien, d'autant que ça peut péter les fantasmes. Donc cette carte là est particulièrement bien, d'autant que si elle n'est pas défendue avec 2 cartes, vous savez bien qu'elle passe à 7, ce qui devient complètement débile. Les Yinti Yanti, alors je joue le rouge et le jaune. Donc il faut savoir que le Soul Shackle est un token aura, donc ça marche avec Yinti Yanti. Donc dès le tour 1, on a déjà un Yinti Yanti qui pour 0 tape à 4 ou pour 0 tape à 3, ce qui est ma foi pas trop mal, et qui défendra toujours à 3. Pareil, c'est pas trop mal. Donc c'est une carte qui remplit correctement son rôle. Quand on n'a plus trop de pitch, et ça peut être la dernière attaque parce qu'on avait un go again dont on ne savait pas quoi faire. Voilà, donc c'est voilà en fait la structure du jeu. Donc je vais vous parler maintenant des cartes que je ne joue pas volontairement. Donc je vous ai dit le Bounding Demigon parce que j'ai que 3 actions qui ne sont pas des attaques. Donc le bleu, j'ai pas envie de devoir le jouer. Parce que c'est ça, c'est que ça va me faire des dégâts. Donc si je la laisse sans la jouer, ça me fait des dégâts. Alors elle a beau être bleue, j'aurais bien envie de la pitcher, mais le nombre de fois où je me la suis mêlée, je me suis rendu compte que c'était pas très bien. L'Eclipse Existence, donc évidemment si je vais jouer contre un joueur light, je vais pouvoir la mettre parce que ma foi c'est une carte bleue. Maintenant elle n'a pas de capacité de défendre. Donc encore une fois c'est à double tranchant. Je suis pas sûr de la jouer systématiquement, je pense que je lui laisserai sa chance, mais c'est pas évident. Les Blood Tribute, alors j'ai optimisé, j'en ai eu plein. J'en ai juste eu 2 bleus, un jaune, un rouge, je les ai tous essayés, et ils sont tous mauvais. Ils sont tous mauvais parce qu'ils ne peuvent pas défendre, donc au mauvais moment, c'est triste. Le fait que celui pitch bleu, on est content, mais a priori s'il y a une carte qui peut défendre et pitcher bleu, elle sera toujours mieux. Et donc sa capacité, qui est quand même tout l'intérêt de la carte, c'est Opt. Opt qui permet de regarder la première carte du deck, éventuellement la bannir ou la mettre sous enfin non, pouvoir les mettre en dessous, et ensuite de bannir la première carte du deck. Donc l'intérêt c'est évidemment de choisir une carte qui a Blood Debt, la laisser au-dessus du deck et de la bannir pour pouvoir la jouer depuis la défausse. Donc ça, c'est intéressant et utile, j'ai envie de dire tour 1. Tour 2, ok, admettons, c'est encore vaguement utile. À partir du tour 3, quand vous avez 2 Shackle, vous allez vous mêler 2 cartes. En principe, vous êtes supposé déjà avoir une carte à jouer depuis la ban zone. Et à ce moment-là, les Blood Tribute, ils font plus grand-chose. Parce qu'on prend le risque en fait de se mêler trop de cartes. Si dans le même tour, vous vous mêlez 3 cartes avec Blood Debt, vous allez pouvoir donner Go Again à la première, jouer la deuxième, et la troisième, elle va vous mettre une blessure. Donc ça devient pas super utile. Et je vous dis, le défaut énorme de ne pas pouvoir bloquer, c'est rédhibitoire. D'autant que si, donc effectivement, on n'arrive pas à toper une carte avec Blood Debt, on a quand même réussi à faire ce qu'on appelle du card disadvantage. J'ai joué une carte et je n'y ai rien gagné. Donc c'est des cartes, je les ai essayées et franchement, elles sont super bien dans le side. Convulsion from below the hell. Alors, celle-là, c'est une Shadow Brute, n'importe quoi. Non, c'est des Spoo Shadow. Alors les Spoo Shadow, j'en ai eu 2 jaunes et un rouge. Contre Light, c'est pas mal parce que ça permet d'augmenter la prochaine attaque donc de 2 de puissance. Par contre, ça coûte 2. Donc pour 2, je gagne 2 d'attaque sur une carte. Alors, ok, je peux jouer une carte de la Banished Zone, ok, ça me permet de choisir. En même temps, la plupart de mes cartes peuvent déjà être jouées depuis la Banished Zone. Conclusion, je crois qu'elle est vraiment pas bien cette carte. En tout cas, pas dans Chain. C'est peut-être plus une carte de brute, parce qu'effectivement, des grosses attaques, pouvoir les rejouer en mettant un plus 2, ça peut être pas mal. Moi, normalement, j'ai déjà des options de jouer dans la ban zone. Donc les Spoo Shadow, je pense que c'est pas une carte faite pour une blade. Voilà. Donc là, je me retrouve avec un deck de 40-41 cartes qui tient à peu près la longueur, va être
perdre à peu près, enfin va se meuler au final à peu près aussi vite qu'un prisme à 30 cartes. Donc il faut savoir qu'un prisme à 30 cartes, en principe, il est supposé ne plus avoir de cartes autour du tour 11. Voilà. Donc tour 11, si on avait un Shane, en reprenant mon tableau, pour pouvoir tenir tout le 11, il faudrait avoir 82 cartes dans son deck. Bon, bah non, moi j'ai pas envie de jouer 82 cartes, hein, faut être clair. Donc il va falloir mettre la pression pour que effectivement les decks Prism ou Boltin, si vous voulez les decker, bah, il va falloir lui mettre énormément de pression, pitcher beaucoup, attaquer énormément avec Galaxy Black et que lui utilise toutes ses cartes en défense. Et même comme ça, a priori vous ne tiendrez pas la longueur, donc c'est vraiment pas une stratégie à avoir. La fin de partie est assez rigolote aussi, parce que la plupart du temps, si vous avez une carte bleue, et ben vos fins de partie ça va être je joue une carte bleue, je pitch bleu, je fais une de mes cartes que j'ai dans ma bad zone, donc quand on en a encore 2-3 on est content en vrai, et je tac avec Galaxy Black. Et on peut faire ça plusieurs tours de suite, puisque la carte on va la remettre au-dessus de son deck, on va la repiocher, et on va la rejouer au tour d'après. Donc tant qu'on a une carte on peut jouer, d'accord. Dès qu'on attaque avec des cartes, bah, on peut plus jouer. Voilà. Donc le truc c'est que dès qu'on n'a plus de cartes évidemment dans la bad zone on a perdu, hein, on va pas attaquer avec Galaxy Black à chaque tour, faut pas y croire. Voilà, donc le deck va quand même s'épuiser. Alors il y a quelques petites astuces que je vais vous révéler. Typiquement, essayez autant que faire de pitcher avec vos cartes qui ont go again. Avec les cartes pardon, qui sont jouables depuis la bad zone. Parce qu'elles vont se mettre sous votre deck. Et les dernières cartes de votre deck, c'est celles que vous allez bien souvent meuler. Donc si vous les meulez, vous allez pouvoir les rejouer. Ce qui vous permet d'avoir un endgame un peu plus fort. Donc moi je vous conseille les Ghostly Visit, les Riftbind ou les Piercing Shadow, plutôt que les jouer en début de partie, essayez plutôt de les meuler et d'optimiser vos fins de partie. C'est aussi valable pour des cartes comme donc qui sont situationnelles, qui demandent, par exemple les RIP, qui demandent à avoir déjà infligé un arcane. Vous verrez qu'en fin de partie, ce sera plus facile de faire des arcane damage, parce que vous aurez justement plus d'options depuis les cartes de la défausse, donc justement les Rifted Tourmentide par exemple, et ça permet donc d'optimiser vraiment les rips, éviter de les jouer si vous n'avez pas cet arcane damage, et vaut mieux la pitcher et la réutiliser plus tard. Voilà. Pour ce qui est de Galaxy Black, il faut penser aussi à l'utiliser le plus souvent possible. Pour une attaque à 3, même si on ne pense pas à l'arcane damage parce qu'elle est bloquée, ça reste quand même une attaque qui est tout à fait correcte et qui vous coûte pas de cartes. Donc l'économie de cartes est très importante dans Shane, parce qu'il ne faut pas hésiter à finir un tour avec une carte en main. Par exemple, si vous avez un coup classique, vous avez Yinti Yanti rouge en main, voilà, il vous reste un de pitch, vous avez le choix entre faire Yinti Yanti à 4 ou faire un coup de Galaxy Black à 4, faites un coup de Galaxy Black et gardez-la pour le prochain tour. C'est pas grave. Vous avez économisé une carte dans votre deck, et comme votre deck se vide très vite, c'est très intéressant de pouvoir faire ça 2-3 tours pour tenir à la fin un tour de plus. C'est souvent le tour qui manque pour tuer son adversaire. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et que Shane vous a donné envie d'être testé. Voilà, ça vaut le coup, c'est une mécanique qui est très originale, et même si elle reste à mon avis encore un peu faiblarde, parce qu'il faudrait certaines cartes vraiment fondamentales, c'est vraiment très rigolo à jouer. Voilà. Et bien écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo.